Bonjour. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui consacré à l'intelligence artificielle et à la conformité. Alors bienvenue à tous, je suis ravi donc d'être présent avec vous aujourd'hui. Donc nous allons animer aujourd'hui un webinaire pendant 45 minutes, 1 heure sur les AIPD, les analyses d'impact relatives à la protection des données et l'intelligence artificielle. Je suis accompagné de Leïla. Leïla Seissa, est-ce que tu veux te présenter, Leïla? Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Laïla, je suis Legal Content Manager chez Dastra et je suis ravie d'être avec vous dans ce webinaire. Voilà, et moi je suis Jérôme Demerset, je suis un des fondateurs de Dastra, en charge des opérations et également juriste de formation, tout comme Leïla. Moi j'ai travaillé pendant longtemps aussi à la CNIL, donc c'est un sujet aujourd'hui qui me parle particulièrement, ce sujet de la conformité au RGPD. Pour quelques propos sur Dastra, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes donc un éditeur de logiciels, d'un logiciel qui s'appelle Dastra, une plateforme qui permet de piloter la conformité aux différentes réglementations qui encadrent la donnée en particulier la donnée personnelle, mais aussi les données qui sont utilisées dans le cadre de systèmes d'IA par exemple, et également de types de données que l'on va vouloir donc normalisé, que l'on va vouloir encadrer à travers des référentiels réglementaires. Dastra, c'est une plateforme multimodale qui permet donc de maîtriser donc son patrimoine informationnel, de piloter la conformité sur ce patrimoine et également d'obtenir la documentation, les preuves nécessaires pour alimenter aussi une bonne organisation sur la gestion de ces données. Voilà, ça permet très concrètement de tenir du registre des activités de traitement, des registres des incidents de sécurité, de faire des questionnaires d'analyse, et l'on va voir précisément, notamment, de pouvoir réaliser des analyses relatives à la protection des données, entre Et les autres. registres des systèmes d'IA aussi. Voilà, exactement. Et vous avez, nous sommes aujourd'hui implémentés en France, mais aussi en Europe, en Angleterre, en Allemagne, dans les pays du nord de l'Europe. Nous avons plus de 14 000 organisations clientes. Et nous venons tout juste ce matin de sortir une nouvelle version qui apporte son lot de nouveautés très intéressantes. Je vous suscite un peu d'intérêt pour aller regarder ce qui se passe et notamment consulter la note de version. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aujourd'hui aux AIPD et à l'IA? Tout simplement parce que les systèmes d'IA, l'intelligence artificielle, l'utilisation de cette technologie sur les données, ça en fait un traitement assez particulier pour quatre principales raisons que l'on peut résumer ici. La première chose, c'est que les systèmes d'intelligence artificielle, il y a une certaine opacité, une opacité qui est elle-même inhérente au fait qu'on ait de l'intelligence artificielle. La définition même de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir une certaine capacité d'inférence, vous savez, de déduction, d'absence finalement de maîtrise du moyen qu'elle a utilisé pour arriver à ses fins. Alors, maîtrise toute relative, d'absence de maîtrise toute relative, c'est un enjeu important, de pouvoir comprendre comment le système d'IA fonctionne. Ensuite, parce qu'il y a un apprentissage en continu. C'est également dans la définition de système d'IA qui nous est proposé par le règlement sur l'intelligence artificielle que l'on va retrouver cette notion, l'apprentissage. Les systèmes apprennent par eux-mêmes des données qu'ils peuvent consommer, entre guillemets, et donc il y a effectivement une évolution, presque en temps réel parfois, de ce système. Enfin, parce qu'il y a des risques très importants que l'on connaît bien et que l'on imagine très bien, de biais, de discrimination qui ont été largement documentés, notamment dans les premiers jours, on va dire, des IA génératifs tels que ChatGPT, par exemple, où évidemment on va avoir eh bien, des cas où l'intelligence artificielle va faire des erreurs et va apporter des résultats qui vont être potentiellement biaisés, qui ne vont pas correspondre, qui vont reproduire des biais qui ne sont pas compatibles avec notre acceptation des droits fondamentaux dans nos sociétés. Et enfin, parce que les systèmes d'IA, ce sont des agrégations de données
très importante. C'est très consommateur en données, donc on est un peu dans l'ère post-big data. Sur ces notions-là d'algorithmes, de big data, eh bien, on est dans cette même logique. On va multiplier les sources d'acquisition de ces données pour pouvoir alimenter ces systèmes et enfin les rendre plus performants ou plus spécialisés dans leur domaine. Je me permets juste de mentionner, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ces termes, parce qu'on sait qu'il y a un lexique assez particulier avec l'IA, nous avons un glossaire sur notre blog. Donc n'hésitez pas à aller chercher, par exemple, que ce soit ces termes-là ou bien plein d'autres. Euh, voilà. Hmm. Effectivement, c'est important parce que c'est beaucoup de notions spécifiques qui sont Exact. nécessaires de comprendre. On le dit souvent chez Dastra depuis longtemps, les Mhm. DPO doivent aussi comprendre, se spécialiser sur ce vocabulaire. Alors, on va essayer d'aborder notre session en 6 parties, je vous rassure, plus ou moins importantes. La première chose, un bref rappel de ce que c'est une AIPD, dans quel cas est-ce qu'elle s'applique pour un projet sur l'intelligence artificielle, et ensuite, ces critères du CIPD, comment est-ce que finalement on les applique à l'IA. On va voir aussi les relations entre le règlement sur l'intelligence artificielle et le RGPD, en particulier sur ces notions de risque. Et enfin, on travaillera ensemble, on regardera ensemble une méthodologie appliquée à ces traitements qui font donc l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle. Et puis, on vous abordera une checklist en fin de webinaire avec quelques bonnes pratiques que l'on va vous partager en fin de webinaire. Bien évidemment, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à nous les poser. On essaiera d'y répondre soit en fin de webinaire, soit au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'une AIPD? Bref rappel, c'est une obligation de l'article 35 du RGPD. C'est une obligation pour produire un document, donc un document écrit qui doit expliquer le traitement qui fait l'objet de l'étude dans toute sa dimension et finalement comment est-ce qu'on assure la conformité de ce traitement aux principes dégagés par le RGPD. Est-ce que on est proportionnel par rapport aux données collectées? Quels sont les risques pour les personnes concernées, voilà, au regard de leurs droits fondamentaux? Et ce sont ces éléments-là que l'on va devoir réfléchir, on doit se poser des questions et on doit apporter des réponses et écrire les questions et les réponses dans un document qui sera l'outil d'analyse, l'outil aussi de preuve que l'on maîtrise ce système. Voilà, c'est une obligation légale, c'est un processus qui s'intègre dans la gestion de projet, mais c'est aussi un outil de gouvernance parce que il a une dimension très structurante au sein de la conformité au RGPD. Et surtout, c'est pas un formulaire unique, c'est-à-dire qu'elle s'actualise, il faut qu'elle s'actualise à chaque évolution substantielle du traitement, chose que les professionnels oublient parfois, faute de temps, d'attention parfois, mais c'est important de revenir sur l'AIPD, surtout avec l'IA qui évolue très rapidement. Alors, nous allons voir euh, les cas où l'AIPD est obligatoire. Euh, vous êtes sans doute familier avec les critères du CEPD que nous allons voir juste après. Il y en a 9. Et s'il y a au moins deux de ces 9 critères qui s'appliquent, l'AIPD serait obligatoire. Alors, la CNIL a simplifié un peu ce travail en procurant des listes, une liste noire dans laquelle les cas qui sont cités euh, nécessitent une AIPD et une liste dans la logique inverse où l'AIPD ne serait pas requise, qu'on appelle liste blanche. Euh, et dans les cas où nous sommes hors liste, il faut donc revenir à cette appréciation selon les 9 critères que nous allons voir ensemble. Dans ces listes, c'était des listes qui étaient déjà publiées avant ce gros boom de l'IA, si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est sûr qu'il s'applique à l'IA parce que la liste comprend par exemple les traitements de profilage, les traitements de données biométriques, les traitements qui utilisent des données de localisation. Tout ça, ce sont des traitements qui sont optimisés par l'IA. Donc, ces listes sont tout particulièrement
intéressante. Pour les critères, donc les 9 critères que vous voyez ici sur la slide, l'évaluation, la notation, décision automatisée avec effet juridique, la surveillance systématique, les données sensibles ou très personnelles, les données à grande échelle, la combinaison des données ou encore les personnes vulnérables ou l'usage innovant ou nouvelles technologies et l'exclusion du bénéfice d'un droit. En fait, ces critères-là, euh, ils sont là où il y a un petit carré IA, en fait, ça veut dire que ces critères sont particulièrement fréquents dans les projets d'intelligence artificielle, bien que ceux qui n'ont pas, pardon, que la CNIL en plus a mentionné ainsi, mais les critères qui n'ont pas ce petit carré IA que vous voyez à l'écran, ça peut s'argumenter qu'ils sont également utilisés dans les projets d'intelligence artificielle. Donc, en quelque sorte, on peut dire que les systèmes d'IA déclenchent peut-être pas systématiquement, systématiquement, l'obligation d'une AIPD. Euh, donc, pour voir comment ces critères-là s'appliquent à l'IA, en fait, on va décortiquer ça ensemble. Euh, Par exemple, le critère 1, l'évaluation et la notation. En fait, ce critère est présent lorsque le système d'IA va produire des scores, va produire des classements, va produire des prédictions qui sont relatives à des personnes. C'est un cas très fréquent de l'utilisation de l'IA. Par exemple, la décision automatisée, ça aussi, c'est très fréquent. En fait, c'est quand l'IA va produire des résultats qui vont influencer ou avoir une influence sur l'état des personnes, que ce soit l'état financier, que ce soit l'état par exemple, leur réputation. Il y a plein d'enjeux ici dans les décisions automatisées, mais on sait très bien que l'IA en produit énormément. Euh, Par exemple, les données à grande échelle, c'est fréquemment satisfait parce que les systèmes d'IA traitent généralement des volumes importants de données. Alors, est-ce que sur un des critères qui est donc celui de l'usage innovant, euh, c'est le critère 8, c'est intéressant en fait de se poser la question de savoir si l'utilisation d'un système d'IA est toujours considéré un usage innovant ou pas. En fait, ce critère-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est apprécié au regard de l'état des connaissances technologiques et non uniquement du contexte du traitement lui-même. Dans le sens où un traitement peut être très innovant pour un organisme donné, parce qu'il y a une nouveauté technologique, parce que cet organisme, par exemple, n'a pas l'habitude de faire les choses de cette manière. Donc, ça peut être innovant pour l'organisme, mais ce critère, en fait, s'apprécie au niveau des connaissances générales, c'est-à-dire que euh, il faut savoir si, en fait, le système d'IA va utiliser des techniques d'IA qui sont bien maîtrisées depuis plusieurs années, qui sont éprouvées en conditions réelles, qui ont des approches bien connues, qui ont des risques bien connus, donc les risques sont plutôt maîtrisés. Dans ce cas, même si l'usage est dit innovant pour l'organisme, on ne va pas considérer que c'est un usage innovant au sens des critères CEPD, parce que voilà, c'est bien connu, c'est bien maîtrisé. Alors que le cas contraire, on va considérer que les systèmes d'IA qui vont utiliser des techniques IA plutôt récentes, aux risques qui ne sont pas très connus encore, comme sans doute l'IA générative, les LLM, les deep learning, dans ce cas, en fait, euh, les risques qui commencent à être identifiés aujourd'hui, mais pas encore très bien maîtrisés comme le reste des technologies que nous avons vues depuis des décennies, on peut considérer donc cet usage comme innovant. Euh, voilà, par exemple, si on prend un exemple de projet de recherche qui va utiliser l'IA sur de gros et larges volumes de données médicales qui produisent des résultats incertains, c'est encore, on ne maîtrise pas assez bien les risques et donc on peut considérer que c'est un usage innovant. De la même manière, on peut se poser la question de savoir si l'entraînement d'un système d'IA serait considéré comme un traitement à grande échelle. En fait, c'est le traitement à grande échelle qui est encore un critère du CEPD et qui veut tout simplement dire qu'on parle d'un traitement en fait d'un volume considérable de données personnelles au niveau régional, national et qui peut affecter un nombre important de personnes concernées. Et
ce critère, en fait, ne s'applique pas automatiquement à l'IA, bien que on a envie de le dire parce qu'on pense que l'IA traite toujours un grand volume de données. Mais en fait, la question qui doit se poser, c'est celle de savoir si on traite des volumes de données, un gros volume de données personnelles et qu'il y a en fait, des personnes concernées par ce traitement-là. Euh, donc, en fait, si on prend un exemple qui illustre très bien ces propos, si un organisme, en fait, veut constituer une grande base de données de photos, de paysages, par exemple, donc montagnes, océans, etc., pour améliorer le système de vision de son ordinateur, disons. En fait, certaines de ces images vont comporter des images d'individus qui sont parfois reconnaissables, parfois non, mais pas toutes. Donc en fait, quand bien même la base contient des millions d'images, on peut pas, en fait, pas toutes ne contiennent des images d'individus reconnaissables et donc on tombe pas forcément dans le cas de traitement à grande échelle. Dans ce cas, on ne qualifierait pas ce traitement à grande échelle et donc on tombe pas dans le critère du CEPD ici. À l'inverse, un LLM, par exemple, qui va scraper le web, donc par moissonnage, comme en français, euh, pour aller chercher des données publiques, s'entraîner sur des données personnelles publiques, ici, on peut tomber plus facilement dans un cas de traitement à grande échelle. Donc voilà, il faut appliquer en fait ces critères-là à l'IA, mais toujours par rapport au cas particulier que nous avons. Et il n'y a pas de vérité un peu absolue. À noter que même si tous les critères ne sont pas remplis, donc on n'a pas besoin des 9, on a besoin d'au moins 2 des 9 critères, mais même s'ils ne sont pas remplis, en fait, on considère que l'analyse d'impact reste nécessaire en fait, dès lors que le traitement va présenter quand même un risque élevé pour les personnes concernées. Et on peut voir, en fait, ce cas est plutôt fréquent lorsqu'il y a des cas de risque de violation des données, lorsqu'il y a un mésusage des données. Euh, si des risques en fait importants existent, il y aura donc besoin de réaliser une AIPD, euh, même si tous les critères ne sont pas remplis. Euh, alors, il y a des cas où on peut présumer que l'AIPD est requise, comme le profilage, le scoring ou les décisions automatisées. Euh, Par exemple, prenons le profilage. Euh, il y a plein d'exemples en fait qui tombent ici avec l'IA, que ça soit le scoring marketing, que ça soit la segmentation client, le profilage comportemental sur les plateformes. On considère en fait ici que le risque est assez élevé, surtout qu'il y a un croisement de sources plus multiples. Et donc la IPD est présumée requise dans ce cas. Pareil pour le scoring, que ce soit un scoring de crédit ou de candidat par rapport au RH. Pareil, en fait, dans la même logique, ce sont des cas où les risques sont très élevés et donc la IPD serait requise. Et c'est effectivement très important aussi. Vous savez peut-être que la CNIL a annoncé dans son programme de contrôle travailler sur le guide de recrutement, Mhm, notamment et en particulier les outils de recrutement, mais aussi les clients qui utilisent ces outils, qui vont utiliser de l'intelligence artificielle pour par exemple le tri des CV. Mais jusqu'où va l'intelligence artificielle dans l'outillage sur la gestion du recrutement? Est-ce que on n'approche pas de la décision finalement automatisée? Est-ce qu'on n'approche pas finalement du profilage? Est-ce qu'on n'approche pas finalement d'un scoring effectivement de candidats? Comment est-ce que derrière on va anticiper ce risque? Et donc il faut aussi avoir en tête que si vous utilisez des outils aujourd'hui qui utilisent de l'IA dans vos services de recrutement, peut-être aller regarder ce qui se passe. Et ensuite, évidemment, il y aura la question de l'AIPD qui se pose pour le responsable de traitement. Bien évidemment, si vous agitez évidemment en responsable de traitement, ce qui me semble, ce qui sera certainement le cas, en tout cas, vous avez vu que c'est véritablement très concret maintenant. Hmm. exactement. Donc, si on arrive en fait à une question importante qui est celle de comment articuler tout ça avec le règlement sur l'intelligence artificielle.
Euh, En fait, le RIA, vous le savez sans doute, va classer en fait les systèmes d'IA selon leur niveau de risque. Donc, que ça soit un risque, une pratique interdite, que ce soit des systèmes à haut risque, risque minimal. Euh, donc, ces catégories-là, en fait, vont poser une première base et sur laquelle on se penche pour savoir si une AIPD est nécessaire ou pas. Parce que les systèmes, en fait, d'IA à haut risque, euh, sont en fait pas tous les systèmes d'IA à haut risque, mais les systèmes d'IA à haut risque qui impliquent des données personnelles. C'est une remarque importante. Ici, on va également présumer que l'AIPD est nécessaire. Donc, dès qu'on est dans un système d'IA à haut risque et que ce soit l'annexe 3 du RIA, l'annexe 1, donc dès que les conditions en fait sont réunies pour dire que nous sommes face à un système d'IA à haut risque et qu'il implique les données personnelles, il faut penser quasi automatiquement une AIPD est nécessaire. Euh, Lorsqu'on parle également des modèles de systèmes et systèmes d'IA à usage général, vu en fait vu la multiplicité des tâches qu'ils peuvent accomplir, vu leur impact assez gros, surtout si on parle de modèles à risque systémique, ici on peut considérer que l'AIPD est également nécessaire, même s'ils ne sont pas automatiquement classés à haut risque. Donc, et même si on ne parle pas de système à haut risque, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas du tout réaliser une AIPD. Bien sûr, on retombe dans les cas que nous venons de voir, l'application en fait des critères traditionnels au cas. Donc, euh, euh, donc voilà, ça c'est pour une première articulation en fait selon la classification des risques. Ensuite, euh, il faut savoir que le AI Act, donc le RIA, introduit en fait une obligation spécifique euh, pour les déployeurs de systèmes à haut risque, encore une fois, qui est celle de la réalisation d'une évaluation d'impact sur les droits fondamentaux, donc Fundamental Rights Impact Assessment, qui est différent, bien évidemment, de l'analyse d'impact que nous venons de voir. Euh, et cette obligation ne s'applique pas à tous les déployeurs du système à haut risque. Il y a des cas particuliers. En fait, c'est plutôt les organismes de droit public, les entités privées qui fournissent des services publics, euh, ou bien encore des déployeurs du système de crédit et de scoring. Donc voilà, il y a certains cas, en tout cas, mais le Fundamental Rights Impact Assessment est une des documentations que le RIA impose. Euh, et ça a en fait un scope assez différent de l'analyse d'impact plutôt traditionnelle parce que l'AIPD, au sens RGPD, va se concentrer sur la protection des données personnelles assez naturellement, alors que le Fundamental Rights Impact Assessment va en fait élargir cette analyse à l'ensemble des droits fondamentaux. Donc on ne parle pas uniquement de protection des données personnelles, mais également, par exemple, de l'égalité, de la liberté d'expression, de la discrimination. Euh, voilà, et à savoir que la IPD, en fait, c'est une obligation, comme Jérôme vient de le dire, qui est imposée aux responsables de traitement, alors que le FRIA est plutôt imposé aux fournisseurs. Euh, donc encore sur cette articulation avec les exigences documentaires, euh, en fait, c'est vrai que toutes les deux vont poursuivre un objectif d'anticipation de la gestion des risques, de mesurer l'impact, de savoir comment atténuer les risques que nous allons avoir comme résultat en fait de l'analyse. Mais euh, c'est encore des documents différents, mais on peut quand même se baser sur la documentation qui a déjà été faite pour le RIA, par exemple, tant qu'elle respecte les critères du RGPD. Donc, et vice-versa. Pas besoin de produire deux documents si on parle de la même analyse, mais il faut bien sûr respecter les critères que le RIA enfin, qu'on attend de voir avec le RIA et les critères qu'on attend de voir avec le RGPD. C'est pour ça que des modèles de PIA, comme le modèle de Dastra que nous allons voir ensemble, va intégrer ces deux visions, en fait, ces deux critères. Euh, donc, par exemple, dans quel cas est-ce que ces documentations vont se cumuler?
Par exemple, dans le cas d'un système d'IA à haut risque qui va traiter des données personnelles, comme nous venons de le voir, l'AI Act va prévoir euh, l'obligation du Fundamental Rights Impact Assessment tout enfin, en donnant la possibilité de s'appuyer sur l'AIPD qui a déjà été réalisée en la complétant. Et donc, il peut être recommandé en fait de mener les deux analyses de manière coordonnée, tout en utilisant l'AIPD comme première base ou comme socle. Je te Alors laisse, Jérôme, effectivement, peut-être merci, continuer ouais, sur la Leïla. méthodologie. Alors comment on fait maintenant une fois qu'on a identifié notre besoin? Vous avez vu, c'est quand même, alors c'est assez subtil parfois, mais une fois qu'on a identifié qu'on devait réaliser cette analyse d'impact, sur le traitement, qui est adossé au système d'IA, ou alors sur le système d'IA qui a un traitement de données inclus. Comment on va pouvoir faire? La méthodologie de l'analyse d'impact relative à la protection des données, elle-même, c'est toujours la même. Celle qui est préconisée dans le RGPD, dans les attendus, celle qui est maintenant d'ailleurs avec quelques années de retard, préconisée par le DPB, hein, donc le Comité européen de protection des données, qui propose un modèle, en tout cas en consultation. En tout cas, c'est aussi quelque chose qui est depuis longtemps éprouvé. Néanmoins, on va essayer de pouvoir adapter cette méthodologie pour les projets IA. Ça existe déjà, hein, des AIPD un peu spécifiques selon certains secteurs, mais surtout selon certaines technologies. Vous pouvez penser par exemple aux dispositifs de vidéoprotection pour les collectivités ou alors pour les organismes qui accueillent du public, où vous avez parfois besoin de faire des analyses d'impact sur la protection des données. Et le ministère de l'Intérieur a mis à disposition un modèle un peu spécifique lié, et finalement, aux enjeux liés à la vidéoprotection et aux risques pour les personnes concernées. Ici, on va essayer de retrouver la même chose, quatre étapes finalement qui structurent une analyse d'impact. La première chose, c'est décrire le traitement, décrire comment les données sont utilisées, comment le chemin de la donnée, finalement le cycle un peu de la vie de ces données. On va voir évidemment les flux, et dans un système d'IA, c'est un peu particulier parce que vous avez des données en entrée, vous avez des données en sortie, vous avez des données qui sont utilisées, qui peuvent être à différents endroits. Éventuellement, si on a un traitement qui va faire appel à plusieurs agents IA, potentiellement les données vont transiter d'agent en agent. Donc il va y avoir effectivement des questions ici importantes de compréhension de où vont les données personnelles. Ensuite, qui sont les acteurs impliqués? Quels sont les objectifs qui sont assignés au traitement des données? Ici, on est évidemment très proche de l'objectif du projet, du système d'IA, mais n'oubliez pas que dans le RGPD, les finalités d'un traitement de données doivent être déterminées, explicites et légitimes. Donc, on doit être en capacité de pouvoir les expliquer précisément et de leur adosser à chacune de ces finalités une base légale importante. Voilà. Première étape donc que l'on retrouve ici. Les données d'entrée, la nature, effectivement, les données d'entraînement éventuellement, si on a cette capacité de pouvoir maîtriser les données d'entraînement, ce qui n'est pas toujours le cas. Si l'on prend des modèles déjà préconfigurés, on ne va pas s'y consacrer. Alors, il faut savoir aussi que aujourd'hui, la documentation importante qui existe, qui provient en grande partie de la CNIL sur le sujet, elle s'est beaucoup concentrée sur la construction des modèles. Donc, cette phase un peu d'entraînement des données. C'est pour ça qu'on retrouve le scrapping, c'est pour ça qu'on trouve les données d'entraînement essentiellement, c'est pour ça qu'on trouve différentes couches d'acteurs. Mais aujourd'hui, vous savez bien que la plupart des utilisateurs, déployeurs au sens du règlement sur l'IA, finalement, n'entraînent assez pas peu de modèles, hein. Il y a des organismes qui entraînent des modèles qui font de l'entraînement, mais généralement, on va plutôt utiliser des modèles déjà existants. Donc, quand bien même, il faut avoir cette maîtrise, les données d'entrée. Le responsable de traitement, le sous-traitant, qui est parti au traitement, quelles sont les personnes concernées, les données qui sont concernées, c'est quoi le prompt en entrée, les données qu'on va injecter, qu'on va envoyer au système d'IA, les données aussi qui vont ressortir du système d'IA, qui peuvent être aussi des données à caractère personnel, bien évidemment.
Et enfin, quelles sont la sortie de ce système? Est-ce qu'il y a une décision? Est-ce qu'il y a une recommandation? C'est cette compréhension qui va nous permettre de bien maîtriser ensuite la proportionnalité des données par rapport au principe du RGPD. Et en particulier, le premier, c'est est-ce qu'on a une base légale suffisamment solide, légitime, licite, pour traiter ces informations? Est-ce que c'est le consentement? Est-ce que c'est l'intérêt légitime? L'intérêt légitime est beaucoup documenté, on l'a beaucoup documenté notamment pour faire du web scrapping. On l'a aussi beaucoup documenté pour autoriser l'entraînement de modèles d'IA. C'est aussi un des enjeux de la réforme si proposée par le Digital Omnibus. De ce point de vue-là, on a aussi évidemment parfois de l'obligation légale, de l'intérêt légitime, mais également de l'intérêt public, parfois à utiliser aussi des données dans le cadre d'un système d'IA. Ensuite, est-ce qu'on minimise les données? N'oublions pas, les données partent dans le système, on les maîtrise un petit peu moins dans le système. Est-ce qu'on les minimise pour limiter les risques et puis pour aussi atteindre l'objectif? Est-ce que le système a besoin d'autant d'informations? Parfois, les systèmes d'intelligence artificielle sont très intelligents et n'ont pas besoin d'autant d'informations que l'on va leur en donner pour avoir des résultats qui sont suffisamment qualitatifs par rapport à l'objectif que l'on cherche à atteindre. Donc la minimisation des données, bien évidemment, et enfin la durée de conservation, combien de temps on conserve les données? Les données qui transitent, est-ce qu'elles transitent et elles ne sont pas conservées? Est-ce qu'elles sont conservées à des fins de log? Il y a des obligations de loguer, au sens du système du règlement sur l'IA pendant 6 mois, des informations concernant ce qui s'est passé sur le système. Donc, toutes ces questions-là, il faut se les poser aussi à tous les moments du cycle de vie de la donnée. Donc, la bonne compréhension, la clé de lecture, c'est évidemment comprendre les données, les regrouper peut-être dans des paquets. Et pour ceux qui sont habitués à Dastra, vous avez ces notions de dataset, de jeux de données qui sont très utiles pour savoir évidemment où est-ce que l'on positionne les données. Ces données-là en entrée, elles sont durées de conserver combien de temps? Ces données-là en sortie, elles sont conservées combien de temps? Ces données-là qui sont dans les logs, elles sont conservées combien de temps? Ces données-là etc., etc., de l'entraînement, peut-être de la vérification par le système, elles sont conservées combien de temps? Donc, c'est vraiment ça qu'il est appelé à documenter, à réfléchir et à se poser la question, effectivement, au moins de la connaissance de savoir ça sur les conservations. Et enfin, comment exerçons les droits sur ces systèmes d'IA, sur ce traitement? Une question très épineuse parce que, évidemment, l'explicabilité d'une décision, évidemment, l'accès aux données, la suppression des données. Si jamais on est dans un système en tant que déployeur, c'est peut-être plus simple, mais si on est dans un système en tant que fournisseur et qu'on a entraîné les données à partir de données personnelles, comment limiter, comment faire ressortir un droit à la suppression des données dans un modèle? C'est évidemment des questions là très techniques auxquelles vous n'aurez pas certainement la réponse, mais il va falloir challenger les équipes techniques sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de documentation spécialisée qui peuvent aider. Enfin, c'est aussi travailler sur les risques. Quels sont les risques que l'on va retrouver pour les droits et libertés des personnes concernées? La CNIL nous aide un peu sur ses fiches pratiques, notamment sa fiche numéro 5, où elle identifie 8 risques qui sont possiblement identifiés, notamment le biais algorithmique, notamment le fait d'avoir une décision qui soit erronée, où on n'a pas de recours possible, le fait de pouvoir réidentifier des individus à partir des données qui sont incluses dans un modèle. Et on a vu que c'est des choses qui existent véritablement. Ensuite, on a aussi des risques de manque d'esclésabilité, on a des risques aussi que le modèle hallucine, tout simplement, et qui partent sur d'autres objectifs que ceux auxquels on a assignés, etc. Et que finalement, à partir aussi, n'oubliez pas, un modèle de l'IA, c'est de l'inférence, c'est tout le contraire de l'anonymisation, si vous vous souvenez bien, dans les critères de l'anonymisation. Et donc l'inférence, c'est justement ce que il ne faut pas avoir pour avoir des données anonymes. Donc le boulot de l'IA, c'est d'aller essayer de trouver la donnée par tous les moyens possibles et d'en faire de la déduction. Donc, potentiellement, retrouver des données personnelles. Il faut être sacrément fort pour la challenger là-dessus. Ça veut dire aussi la tester, tout simplement, hein. Et dans le projet IA, il y a une phase de test importante qu'il faut avoir en tête donc pour tester ces biais-là.
Vous avez ensuite, donc ici, un focus sur les risques. On a aussi la perte de contrôle quand on fait du web scrapping. On utilise des outils, puis qu'on a paramétrés, puis il faut quand même les monitorer régulièrement. Et enfin aussi, on l'a déjà vu aussi, parfois, on a des fuites d'informations. Qui arrivent sur ces systèmes d'IA. Voilà. Donc, ces 8 risques ici sont à minima ceux qu'il faut avoir en tête quand on va réaliser une analyse d'impact, puisque tout simplement, on doit, donc la CNIL nous fournit ces informations-là. Ensuite, quelles sont les mesures que l'on va pouvoir identifier, mettre en place pour répondre à ces risques, ce qu'on appelle la mitigation, ce qu'on appelle le plan de remédiation, dans le jargon un peu technique de risque. Vous avez 3 types: techniques organisationnelles, procédurales, que l'on peut imaginer, donc évidemment des notions d'anonymisation des données d'entraînement, des notions de tests spécialisés sur l'IA, ce qu'on appelle les tests d'équité, mais aussi des tests de détection de biais, des dispositifs d'explicabilité, des décisions qui sont prises par l'IA, des sorties à travers différents modèles. On ne va pas rentrer dans le détail, je vous rassure, on a tous envie d'aller déjeuner après. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de pseudonymiser, de donner du contrôle d'accès. Donc, c'est des mesures techniques qu'il faut identifier, qui peuvent être spécifiques à des systèmes d'IA. Ensuite, organisationnel. Est-ce qu'on a une supervision humaine? Ça, c'est extrêmement important dans l'IA. Quelle est la place de l'humain dans la décision, dans la sortie, hein, Human in the Loop, c'est ici que vous avez la petite notion HITL. L'idée est de savoir à quelle position dans le process on se positionne. Est-ce qu'il y a un recours? Est-ce qu'on a formé nos équipes sur ces risques, les équipes de développement? Et est-ce qu'on fait une revue? Est-ce qu'il y a effectivement une gouvernance solide qui est mise en place? Et enfin, procédural, derrière, est-ce qu'on a des systèmes qui permettent de répondre aux exigences du règlement sur l'exercice des droits, sur l'opposabilité à la décision automatisée, mais aussi tout simplement s'opposer, si notre traitement repose sur l'intelligence légitime, ou retirer son consentement. Voilà, vous avez également des enjeux de documentation à travers un registre, évidemment des traitements, qui doit être lié au registre des systèmes d'IA. Et d'ailleurs, c'est une nouveauté dans Dastra depuis ce matin. On peut faire cette liaison très importante entre les deux directement et pouvoir resynchroniser les informations. Et puis, parfois, il faut pouvoir consulter la CNIL si jamais le système n'est pas bon. Alors, on a essayé de vous faire un RACI ici, et qui est évidemment une proposition de responsabilité sur les différents rôles que l'on va avoir au niveau de votre organisation. Le DPO, évidemment, en figure de proue sur la réalisation de l'analyse d'impact, en tout cas sur la supervision, sur la connaissance, sur la validation, sur le point de vue que celui-ci doit apporter d'expertise par rapport à la réglementation. Le DPO, le responsable de traitement, qui lui est redevable de faire cette analyse, donc c'est lui qui doit pousser, mettre en place l'organisation, mettre en place les processus, les ressources internes, et organiser finalement les choses avec le métier, le product owner, quand il s'agit de développer des outils, notamment la partie IT, DSI, mais évidemment la partie sur la sécurité des systèmes d'information avec le RSSI, le cas échéant, et impliquer évidemment la direction concernée pour que le top management soit toujours conscient des enjeux de l'utilisation de l'IA. L'IA, c'est un formidable vecteur de business, tout le monde en parle, mais évidemment, il faut se poser la question de la conformité au regard, un, du RGPD, et puis deux, du règlement sur l'IA. Alors, voilà, quelques éléments de notion que l'on doit avoir: identifier l'obligation, attends, si tu reviens juste 2 minutes, Ah, pardon. Ouais. évaluer les risques, évaluer la nécessité et la proportionnalité, qui valide, qui définit les mesures, comment on s'assure de la mise à jour, et ainsi de suite. Évidemment, ce sont des choses ici qui sont assez... Vous allez être familier dans votre processus actuel de réalisation des AIPD. Hein. Dans Dastra, vous avez un modèle qu'on a fait spécifiquement pour les systèmes d'IA. Donc, un modèle de questionnaire d'AIPD. Alors, vous avez plusieurs modèles dans Astra pour ceux qui connaissent la plateforme, mais vous avez aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, la possibilité donc
de choisir des modèles de questionnaires qui vont permettre d'identifier, de répondre à toutes ces questions qu'on a identifiées dans la méthodologie. Et puis, on peut aussi prendre ces modèles et puis les ajuster, si jamais on a évidemment besoin. L'idée ici, c'est d'avoir un modèle spécifique qui va couvrir les risques qu'on a identifiés, ces 8 familles de risques que l'on a trouvés, mais identifier aussi des questions spécifiques, les données d'entraînement, donc les données en entrée, les données en sortie, est-ce qu'il y a des décisions automatisées qui sont prises, ces questions-là. Et donc l'objectif d'un modèle, c'est finalement de prémâcher le travail, ce prémâchage de travail de réflexion, et qui peut être poussé aussi au métier. Hein, les métiers, on a besoin de pouvoir les sensibiliser et leur parler aussi parfois dans leur langage, d'où l'intérêt de pouvoir aussi parfois personnaliser ces modèles, renommer un peu les questions, et bien rajouter des éléments qui vont être fonction de votre organisation. Alors c'est un modèle, on peut l'exporter en différents formats, on peut le traduire maintenant facilement avec de l'IA directement dans Dastra, et vous allez pouvoir évidemment documenter toute cette réflexion nécessaire sur votre système. Alors, comment on l'intègre dans votre démarche Privacy by Design, votre obligation du RGPD? Vous devez évidemment identifier dès la conception si cet AIPD est nécessaire. Hein, évidemment, essayez de se poser la question très en amont, parce que dans les projets, ça se passe souvent comme ça, dans le benchmark, de savoir, de pouvoir inclure aussi les équipes privacy parfois, ou d'avoir des équipes privacy, eh bien, les éléments clés de connaissances de risques principaux. N'allez pas faire acheter à vos équipes RH des outils qui sont interdits par le règlement sur l'IA ou tout simplement qui vont être immédiatement dans le scope des risques un peu identifiés dans le guide recrutement. Donc, essayez d'atténuer ces choses-là et évidemment de sensibiliser les équipes. Dans le développement, évidemment, à travers les équipes produits qui doivent penser à tout ça, ces questions-là dès le code, avec les mesures de sécurisation, mais aussi les données qui sont collectées. Ce sont eux qui souvent vont manipuler, que ce soit les équipes de développement, les équipes data, le data office, évidemment, qui vont aussi être en charge de travailler sur les datasets, les jeux de données, qui sont les données d'entraînement, qui est souvent le cœur. La technique est de moins en moins compliquée. Par contre, la valeur se fait de plus en plus sur la qualité de la donnée. Hein, et c'est comme ça que ça marche bien. Si vous écoutez un peu les fondateurs de Mistral, ils ont vraiment expliqué cette notion très, très brillamment. Et enfin, au niveau du déploiement, hein, de la production, du marketing, de l'interface avec les utilisateurs, toujours avoir ces points d'attention. Voilà. Et enfin, c'est vivant, l'AIPD, elle change, vous changez d'outil, revérifiez l'AIPD, il y a une surveillance du système d'IA, il y a des nouveaux risques qui émergent, il faut réévaluer ces risques au regard de l'AIPD. On vous a fait une petite checklist pour vous aider à y voir un peu plus clair. Leïla, tu veux la commenter ou tu veux que je m'en occupe? Oui, bien sûr. Alors, c'est un petit résumé hein, de ce qu'on a déjà vu. Donc, sur la préqualification pour savoir si la l'IPD est nécessaire ou pas, c'est encore une fois la question de la réunion des critères du CEPD, au moins deux. Les systèmes d'IA au risque où l'IPD est présumé nécessaire du- dès qu'ils traitent des données personnelles, encore une fois. Euh, ou tout simplement la liste noire de la CNIL où l'AIPD est listée comme obligatoire. Euh, pour la documentation, ce qu'on vient de voir aussi, c'est est-ce qu'il y a des DP à signer, est-ce que vous avez accès à la fiche modèle du fournisseur. C'est une documentation croisée RIA RGPD, mais pour l'instant, le focus sur l'AIPD, c'est vraiment sur la question de l'analyse des risques. Euh, pour les droits, donc comment est-ce que les droits des personnes concernées sont mis en place? Est-ce qu'il y a un mécanisme d'opposition? Est-ce qu'elles sont informées? Euh, il y a la question de l'information, il y a la question de transparence aussi. Le plus d'informations possible aux personnes concernées, comme d'habitude, qui est la logique du RGPD. Et la gouvernance, donc est-ce qu'il y a une supervision humaine? Ça, encore une fois, c'est du côté
pas uniquement du côté peut-être développement, mais aussi déploiement, mais voilà, toujours une question de supervision humaine, human in the loop, comme on dit, et la révision de l'AIPD qui est soit annuelle, soit qui se base sur un événement particulier, comme le changement, la modification du traitement, la modification des données. Voilà, ça rejoint ici un peu les conseils pratiques pour une AIPD efficace. Le quatrième point qui est la mise à jour dans le temps. En fait, si le périmètre d'utilisation du système évolue, si vous avez détecté un biais, s'il y a une dérive, s'il y a un changement de réglementation applicable peut-être, nous on suit l'omnibus de près, donc voilà, il y a aussi la question de la réglementation, les incidents de sécurité. Donc l'IPD, on doit toujours revenir, comme on l'a dit dès le début, c'est un processus itératif. Sur le premier conseil ici, c'est qu'il faut impliquer les bonnes parties, donc prenantes. Donc en fait, la IPD, elle se fait pas tout seul. En tant que juriste, l'importance, enfin, ce qui est important, c'est d'impliquer les équipes techniques, les équipes métiers, pour mieux comprendre certains sujets, surtout vu la technicité et la complexité de l'intelligence artificielle. euh, D'anticiper autant que possible la réalisation en fait de cet exercice, ne pas attendre que ça soit fait une fois les dangers ou une fois les risques déjà réalisés. Euh, Ce qui va faciliter en fait ce travail de l'IPD va faciliter aussi la documentation RIA. Comme nous avons vu, c'est pas un socle. Voilà, en tout cas, dans tous les cas, c'est un élément de preuve qui reste précieux, notamment en cas de contrôle. Et utiliser des outils adaptés, donc comme Dastra, où il y a des questionnaires qui vous permettent d'aller plus vite, mais surtout de standardiser un peu tout ça et de le personnaliser parce que les modèles ne s'appliquent pas pour tout le monde de la même manière. Donc, c'est aussi important de pouvoir personnaliser les modèles que nous offrons dans notre plateforme. Euh, et voilà. Peut-être quelques minutes pour les questions. Ouais, exactement. Alors, on peut prendre quelques instants pour les questions. Donc, nous avons une première question. Pouvons réaliser cet AIPD en tant que déployeur? Les fournisseurs doivent apporter des réponses, avouer des listes de questions. Alors, vous avez déjà des modèles de questionnaires dans Dastra qui permettent d'adresser des questions aux fournisseurs. Effectivement, on peut adapter ces modèles-là avec des questions spécifiques IA. Il me semble qu'on a, ou le projet il est en cours C'est de en cours, sortir ce exactement, j'allais modèle dire. sur justement les questionnaires plutôt fournisseurs sur les systèmes d'IA qui permettent, parce que c'est vrai, souvent la réponse vient du fournisseur parce que soit on utilise des outils qui sont déjà existants dans des solutions, soit effectivement on a besoin, en tout cas, comme n'importe quel outil, d'avoir l'aide de son sous-traitant pour réaliser cette analyse d'impact. Est-ce qu'on peut mixer un modèle d'IPD et d'IPD standard ou faut-il faire deux IPD? Alors ça, c'est très structurant en termes d'organisation, mais on peut très bien avoir un modèle très classique d'IPD, auquel cas on aurait tout simplement les risques que l'on doit inclure dans ce modèle. Mais ce sont tout simplement une autre formalisation, je dirais, de l'analyse. Idéalement, ici, avoir un modèle spécifique, ça permet d'être plus guidé à travers les questions. Ça peut, voilà. L'idéal est peut-être éventuellement soit de faire un peu un mix des deux, on en ressent le besoin. Sinon, c'est aussi d'identifier le questionnaire au moment opportun. On fait des traitements, on fait des AIPD sur des traitements. Si notre traitement est évidemment rattaché à un système d'IA, ce serait pertinent de plutôt utiliser un modèle relatif au système d'IA. Voilà. Là-dessus, il y a pas vraiment de règles. Après, c'est plutôt une question
de bonnes pratiques d'aiguillage, je dirais, des modèles qui sont utilisés entre le modèle très classique, générique, et un modèle plus spécialisé. C'est comme la vidéoprotection, par exemple. On peut avoir un modèle spécialisé. Vous avez aussi le modèle d'Andastra, par exemple, sur la vidéoprotection. Est-ce que la méthodologie, le modèle très classique ne fait pas l'affaire? Ce qui compte essentiellement est le contenu. Donc, si on arrive à identifier les risques et à pouvoir y apporter des mesures de réponse, eh bien, ça marchera aussi. Hein. Voilà. En tout cas, ça va dépendre du traitement. Essentiellement, ce qui est important, c'est de couvrir l'ensemble des risques donc de ce traitement que l'on va identifier. Évidemment, on peut avoir parfois un traitement, on peut avoir une AIPD sur la construction du jeu de données d'entraînement d'un modèle d'IA, par exemple. Ça peut être une AIPD spécifique. Et puis après, vous pouvez avoir une AIPD plus sur le système d'IA en tant que tel, l'utilisation en excluant le modèle. Donc dans ce cas-là, on pourrait avoir deux AIPD réalisés en fonction, évidemment, voilà, plus ou moins de la complexité du système. Est-ce qu'on a une autre question? Alors, une autre question, si on est dans l'annexe 3 du RIA, mais dans une exception, alors l'annexe 3, hein, c'est pour notamment la partie des hauts risques, il y a effectivement des exceptions dans un certain nombre de cas. Est-ce qu'il faut réaliser une AIPD? L'AIPD n'est pas du tout une obligation du règlement sur l'IA. Par contre, l'analyse d'impact relative aux droits fondamentaux qui, elle, vient donc du règlement sur l'IA, qui est appliqué pour un certain nombre, effectivement, d'organisations, de collectivités publiques dans le cadre de leur mission, eh bien, il peut y avoir des exceptions. Néanmoins, ça ne veut pas dire on ne doit pas respecter le RGPD. Et donc, tant qu'il y a des données à caractère personnel et qu'on a des niveaux de risque au regard des critères du RGPD qui sont élevés, eh bien, il faudra quand même faire une AIPD. Hein, vous avez des systèmes d'IA au risque, donc systématiquement, globalement, on devra en faire une, a priori, si on utilise de la donnée perso, mais on peut très bien avoir des systèmes d'IA qui ne sont pas au risque, vous avez des chatbots, donc avec, je ne sais pas, des données sensibles. Vous êtes un parti politique et vous avez un chatbot et vous faites de la grande échelle. Normalement, vous n'êtes pas forcément dans le haut risque. Néanmoins, vous allez rentrer dans les risques élevés du RGPD. Et puis, donc, il faudra quand même, à ce moment-là, faire cette analyse d'impact sur la protection des données. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que tout le monde a faim. Et ben, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci à tous, merci beaucoup Leïla. En tout Merci à cas, toi. j'espère que ça a été instructif de ce point de vue-là. Sachez que vraiment, surtout sur la phase recrutement, pensez-y parce que c'est un des sujets de contrôle de la CNIL et qui fait partie un peu du périmètre. Mhm. L'IA de ces outils aujourd'hui de recrutement, c'est très facile, c'est très courant. Donc, s'il y a bien un point d'attention que je vous recommande aujourd'hui d'aller vérifier, c'est aller parler aux équipes RH, savoir ce qu'elles font et mettez un peu les mains dans le cambouis, un peu plus précisément, parce que c'est évidemment ce que la CNIL fera, le cas échéant. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions et on mettra à disposition le webinaire en replay ainsi que la présentation. Donc, vous pourrez aussi la télécharger sur notre site. Merci à tous et à toutes et bon appétit. Merci beaucoup. Bonne journée.